Mais indépendamment. Donc, le passage du monde relationnel et le monde non relationnel. Pour quelle raison on a passé du monde relationnel au monde non relationnel? Quelqu'un pourrait nous rappeler? C'était quoi le problème avec le relationnel, les bases de données relationnelles? Pas de proposition? Allez, je te dis, من relationnel, SQL, non SQL. Il possède plusieurs limites, madame. Entre autres, lesquelles? Euh, les contraintes acides, Les contraintes acides, les critères acides, le les théorème critères acide, réellement, de ouais, terme. c'est un théorème. C'est quoi le problème avec ce théorème au niveau du monde relationnel? Les données sont stockées dans des serveurs. Mhm. Et si on veut ajouter, euh, si on veut ajouter, augmenter la capacité Mhm. des serveurs, on doit passer par deux méthodes, je pense, verticale ou horizontale, quelque chose comme ça. Ben, réellement, c'est entre autres ça. Mais autrement dit, lorsqu'on est en train de travailler au niveau des bases de données relationnelles, les données, où est-ce qu'elles sont stockées physiquement? Dans des Dans des serveurs, serveurs. Dans un seul serveur. dans معناها un seul كل système de serveur. gestion de base de données, derrière, il y a un seul serveur. Puisqu'on est en train de traiter des données volumineuses, معناها les données قاعدين يكبروا au fur et à mesure. Donc, le serveur unique, فما une limite. معناها il ne va pas nous permettre de stocker le volume énorme de données. Donc, comme première solution, on va essayer de rajouter des disques dans le même serveur, dans ce même premier serveur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a appelé le fait de rajouter des disques في ce serveur? C'est la scalabilité Verticales. verticale, tout à fait. Donc, le fait de rajouter des disques sur le même serveur, c'est la scalabilité verticale. Mais toujours, il y a un problème. Enfin, une limite. On va rajouter, mais toujours, il y a une limite. Donc, on va passer horizontalement maintenant. On va passer à la scalabilité horizontale. C'est le fait de rajouter des serveurs en parallèle. Donc, on n'a plus un seul serveur, on va traiter plusieurs serveurs. Donc, on va passer à un monde distribué, un environnement distribué. On dispose, nos données sont stockées dans des serveurs distribués. C'est quoi le problème avec le théorème acide si on passe dans un environnement distribué? Il n'est plus respecté, madame. أنهي هو le critère qui n'est plus vérifié ou respecté? Les critères acides. Déjà, acide, c'est quoi? معناها les critères شنو ما هما؟ A, c'est quoi? C'est relatif à quoi? Tout à fait. Euh, Donc, le problème, c'est par rapport à la consistance, la cohérence. La deuxième lettre, la cohérence. Si on passe le monde distribué, le C n'est plus vérifié. Donc, l'acide, il n'est plus vérifié. Juste à titre de rappel, la lettre A, c'est pour availability, C, consistance ou bien cohérence, I, isolation et D, durabilité. Donc, si l'un des critères n'est plus vérifié dans le théorème donc le théorème n'est plus vérifié et du coup, on ne parle plus des bases de données relationnelles, mais on doit avoir recours à une autre solution, à un autre théorème qui est, comment on appelait le nouveau théorème qui correspond aux bases de données non relationnelles? Tout à fait. C'est CAP, C-A-P. C, c'est pour la cohérence, A, availability, et P c'est quoi?
Partition. Donc, on est toujours dans un environnement distribué, donc les données sont partitionnées sur plusieurs serveurs. Donc, lorsqu'on va maintenant créer des bases de données non relationnelles, uniquement deux de ces critères doivent être vérifiés. Donc, soit CP, soit AP. Donc, ça dépend des données, des types de données et du besoin de la société qui va opter pour un système de gestion de base de données. Tout dépend, soit elle va favoriser la cohérence ou bien l'availability. فيها l'environnement هذايا الكل une classification a été mise en relief à une classification des bases de données non relationnelles. On a classifié les bases de données non relationnelles en 4 familles. Lesquelles? شنو هما les familles des bases de données non relationnelles? Orienté graphe. Orienté graphe. Orienté colonne. Oui. Document. Orienté document et orienté Clé valeur. Tout à fait, les valeurs. Donc, les valeurs colonne, document et graphe. Donc, la dernière fois, on a vu HBase qui est de quelle, appartient à quelle famille? Les valeurs. Non, Colonne. colonne, orienté colonne. Deux lignes de la même table peuvent ne pas avoir la même structure. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir MongoDB. MongoDB, il est un système de gestion de base de données non relationnel orienté document. Il se base sur le concept de document. Juste à titre indicatif ici par rapport à cette figure, là, tous les différentes bases de données, par exemple HBase et MongoDB, ZOOZ CP. La cohérence est favorisée par rapport à l'availability. Ici, AP, Fama CouchDB, Cassandra, DynamoDB et l'IAC. Par rapport aux bases de données relationnelles, il faut savoir que certes, le théorème Capra, on doit toujours parler des bases de données relationnelles. Il traite les données relationnelles. Les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, ils traitent la cohérence, ils sont toujours cohérents. Allez, ils sont toujours cohérents parce qu'ils sont stockés dans un seul serveur. Donc, la cohérence, elle est toujours vérifiée et ils sont toujours available. L'unique différence par rapport aux autres, à l'autre deuxième partie, c'est les partitions. Elles ne sont pas partitionnées. Puis, un seul serveur. Il existe dans un seul serveur. Donc, le MongoDB, fait la partie CP. Donc, il est orienté document, développé en C++. Il utilise la notion de schema-less. D'après vous, il utilise la notion de schema-less. Les données aussi sont stockées sous format JSON, des fichiers JSON. Utilise la notion de schema-less. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce concept? Schema-less. Pas de relation. Tout à fait, pas de relation, pas de schéma, pas de structure. Qui m'appelle les bases de données relationnelles, on a une structure bien déterminée à suivre. On peut certes avoir une structure pour des cas bien déterminés, mais ce n'est pas obligatoire de mentionner une structure ou une relation. Et par rapport à cette base de données. L'avantage parmi les avantages, il y en a plusieurs, mais les plus importants, on va essayer de les voir au niveau de notre tuto en bas, et qu'il est tolérant au pain. La tolérance au pain, elle est garantie à travers le concept de réplica set. L'un des serveurs, là où il y a les données sont stockées, il tombe en panne, on doit récupérer les données. Les données doivent toujours exister. Donc, ça répond peut-être aux besoins de la haute disponibilité des données aussi. Le deuxième point qui est le plus important, c'est la scalabilité horizontale. Elle est garantie à travers le concept de sharding. On va les voir dans le scénario.
Scalabilité horizontale, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure. C'est relatif à quoi la scalabilité horizontale? C'est le fait de rajouter des serveurs en parallèle. معناها, si mes données sont en train d'augmenter d'une manière exponentielle, la solution, c'est de rajouter des serveurs au fur et à mesure. Ceci se fait à travers le concept de sharding. Et bien sûr, comme n'importe quel système de gestion de base de données, plusieurs fonctionnalités sont offertes. Aussi, un point très important, c'est l'indexation qui est un parmi les avantages de MongoDB. B. Donc maintenant, par rapport à la modélisation des données, donc là, une base de données, les appellations par rapport au MongoDB ou les bases de données relationnelles. Dans la base de données relationnelle, une base de données, c'est aussi une base de données, MongoDB. Une table, c'est une collection. Lorsqu'on crée une table, lorsqu'on crée une collection plutôt, une collection, c'est l'équivalent d'une table. Qui me fait HBase, une table, comment on l'appelle? Si vous vous rappelez de ça, bien sûr. HBase, une table, c'est l'équivalent de quoi? D'un bag. Un bag, c'est une table. Là, MongoDB, table, c'est une collection. Une ligne, c'est un document. Une ligne, un tuple, un enregistrement, c'est un document. C'est pour cette raison qu'il est appelé orienté document. Colonne, c'est un champ, index. Il faut savoir que MongoDB, on ne parle pas de jointure. Les clés étrangères, les relations, les tables, ne sont pas modélisées. Qui fait, on va traiter les relations. On a deux solutions. Soit par l'imbrication ou le référencement. L'imbrication, c'est le fait d'imbriquer tout le document dans la collection parent, ou le référencement, c'est en utilisant les ID, les clés primaires. Donc, la clé primaire, c'est kiff, la clé primaire, elle est représentée par le champ ID qui sera soit généré automatiquement, soit inséré d'une manière explicite. Madame, Mhm. juste l'appellation. Les appellations, oui, bien sûr. Les appellations, c'est le même concept. Tu as une collection, tu as table. Stable. Ok, merci. B, juste un petit exemple. Par exemple, un document. Un document في MongoDB. Je m'en ai un document, m'en ai une ligne. Un enregistrement. Le document فيه un sous-document. C'est un sous-document. Les documents, ils doivent suivre la structure clé-valeur. هذه clé ou هذه valeur. علاش en fait clé-valeur على خاطر on n'est pas en train de من الأول معناها lors de la définition on ne définit pas une collection avec la structure. هكا عليه هو schema-less. معناها je ne définis pas les colonnes نتاعي ولا les champs. La définition des colonnes تجي مع les documents avec les lignes. Lorsqu'on va rajouter un document, c'est là où on va spécifier le nom de la colonne et la valeur. Et c'est pour cela que heavy la clé, heavy la valeur. Donc, autrement dit, 4 colonnes où les valeurs appropriées. Donc, MongoDB, database, account ou les informations. Donc, c'est un exemple de document. Ce qu'il faut aussi noter est que, l'ID, c'est un champ qui sera généré soit automatiquement, c'est la clé primaire, soit on peut l'insérer d'une manière explicite pour avoir une traçabilité ou autre. Sinon, il sera généré d'une manière automatique. Il faut noter que la taille maximale d'un document ne doit pas dépasser 16 mégaoctets. Un document, il ne doit pas dépasser 16 mégas, bien que c'est largement suffisant.
La modélisation. Je معناها modélisation كيما نعرفوا في الموديlisation en général, la modélisation c'est le fait d'avoir un cahier de charge, عندك des données ويقول لك merci de me modéliser, de donner une modélisation que ce soit UML ou la entité association de ce cahier de charge. La modélisation elle diffère. Mais les bases de données relationnelles et les bases de données non relationnelles et bien précisément MongoDB. علاش خاطر احنا on a dit que في MongoDB on ne traite pas les relations, ما فماش jointure, il n'y a pas de clé étrangère. Donc comment faire pour modéliser la sorte de relation? On a dit que soit on va opter pour l'imbrication, soit par le référencement. Donc on opte soit pour l'imbrication, soit pour le référencement. L'imbrication, elle va remplacer la relation contient ou elle a la relation one-to-many. Ou moi, n'importe relation one-to-many, mais particulièrement lorsque le many, le n, one-to-many, c'est 1, 2.n. Lorsque le n, il est peu nombreux. On va essayer de prendre quelques exemples pour faire la différence, mais bien, un peu nombreux ou énormément. Enfin, trois cas de figure. Et d'ailleurs, par rapport à l'imbrication. Maintenant, par rapport au référencement, dans quel cas je vais modéliser mon cahier de charge en utilisant ou en favorisant le référencement? Si la relation elle est one-to-many, ou le many, il est nombreux. Plusieurs, beaucoup. Ou elle a les relations one-to-many. Il faut noter que jointure, elle est modélisée soit par l'imbrication ou par le référencement. Je vais vous donner quelques exemples. هذا exemple. عندي en premier lieu la modélisation en utilisant entité association ou la UML, on peut la considérer relationnelle, on va dire. Ou c'est par rapport à MongoDB. Là, on dit la relation personne ou carte vitale. Une personne possède un maximum, minimum 1, maximum carte vitale. C'est one-to-one. Donc, on est en train de voir, lorsqu'on va modéliser les deux entités et leurs relations, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une seule collection, اسمها personne. Collection table. بتكون عندي table واحدة qui s'appelle personne. Et qu'est-ce qu'on fait pour carte vitale? Est-ce que c'est une imbrication ou un référencement d'après vous? Ce qu'on est en train de mentionner ici. C'est une imbrication ou bien c'est un référencement? On est en train de... Madame, c'est une imbrication. C'est Une imbrication. Tout à fait, c'est une imbrication. En fait, on est en train d'imbriquer carte vitale, les informations de carte vitale, toutes les informations de la carte vitale, on est en train de l'imbriquer comme sous-document dans la collection personne. Et c'est le cas où on dit la relation, c'est one-to-one, 1-1. Maintenant, on va traiter, généralement, lorsqu'on va traiter des cas tels que la relation c'est one-to-one, c'est toujours, on va opter pour une imbrication. Maintenant, le cas one-to-many. On vient de dire les one-to-many. Le many, le n, on va le catégoriser ou le classifier en trois. On dit trois possibilités. Soit le n, il est peu, soit il est beaucoup, soit il est énormément. On va prendre un premier exemple. Fait le peu. Voyez ici que la relation, elle est entre personne ou adresse. D'après vous, ce n, une personne possède 1 à n adresses. D'après vous, le n, combien il peut être au max, par exemple? Est-ce qu'on peut le dénombrer? Une personne, combien au maximum peut avoir d'adresses? Oui, on peut le dénombrer.
On peut la dénombrer, un maximum, باش يكون عنده 4 adresses, on va dire. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Le N, il est peu. Donc, on va opter pour une imbrication. Je vais ajouter une autre information, c'est la liste des adresses de cette personne, sans pour autant avoir deux collections personnes ou adresses. La relation entre les deux, c'est peu. Mais une personne, il possède au maximum 3, 4 et 5 adresses. C'est le premier cas. Le deuxième maintenant. La relation, elle est entre voiture ou composant. Une voiture, elle possède entre 1 et n composants. Le n, est-ce qu'on peut dénombrer 4, 5, 10 composants, la voiture? Est-ce qu'on peut l'utiliser, le modéliser qui ma personne adresse ou elle est? Oui, madame. Bon. Oui. Oui, si tu as des composants bien déterminés, tu peux les dénombrer 1, 2, 3, 4, 5 maximum. Oui, madame. Mais si le n, ici, le nombre de composants qui constituent la voiture, il n'est pas énorme, comme cet exemple, là, voyez l'exemple où le n est énorme. L'exemple, c'est entre réseau social ou abonné. Un réseau social, combien d'abonnés sont inscrits dans un réseau? Beaucoup. C'est beaucoup, énormément plutôt. C'est un nombre illimité, on va dire. Donc, on peut pas c'est différent par rapport à beaucoup et par rapport à énormément. Donc, on revient à notre exemple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait pour modéliser ce petit cahier de charge? Est-ce que c'est du référencement ou bien c'est d'une imbrication? Madame, je pense qu'on peut faire une implication. Donc, on peut faire un oui, tout à fait. Rahou, sachez que c'est une modélisation. Lorsqu'on va modéliser un cahier de charge, il n'y a pas une solution unique, correcte ou pas. Tout dépend du cahier de charge, tout dépend du besoin et tout dépend de l'expert, qu'est-ce qu'il souhaite avoir. Donc ici, si tu as des composants et tu peux les dénombrer 1 à 2, tu peux utiliser l'imbrication. Mais ici, comme l'exemple, on a dit que, par exemple, une voiture, elle est constituée de 50 composants. Exemple. Donc, ça va être, peut-être on va dépasser les 16 mégas si on va opter pour l'imbrication ici. D'accord? Donc, notez que la taille du document, elle est aussi importante. Donc ici, si on va imbriquer la liste des composants dans la collection voiture, on va peut-être dépasser la taille 16 mégas. Donc, l'idéal, c'est de penser à faire un référencement. Donc, un référencement, c'est-à-dire quoi? C'est tout simplement de récupérer les ID des composants qui constituent la voiture. Et on a bien sûr une autre collection composants. C'est clair? C'est clair, madame. Parfait. Le dernier exemple, réseau social ou abonné. Donc là, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a? Par référence aussi. C'est du référencement. Mais notez qu'on a fait l'inverse. On aurait pu peut-être lister les ID des abonnés dans la collection réseau social. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible, mais il y a un problème. C'est possible, oui, mais... La taille des documents, madame. Tout à fait, tout à fait. Donc, logiquement, le ID de réseau, certes, un abonné, une personne peut être abonnée à plusieurs réseaux sociaux. Donc, si on va lister les ID du réseau social, c'est beaucoup moins coûteux
d'avoir la liste des abonnés d'un réseau social في la collection réseau social. Vous êtes d'accord, je suppose. C'est Oui, bon c'est ou bon. pas? Très bien. Ben, donc, avant de passer l'architecture, sharding et réplica 7, on va faire un petit exercice. Ben, eh bien, donc, on a un petit cahier de charge. On va essayer de le modéliser en utilisant MongoDB, des concepts relatifs à MongoDB. Donc, on souhaite réaliser une base de données orientée documents pour gérer des cours et des étudiants, étant donné les informations suivantes. Donc, un cours est décrit par les attributs code, titre, description, crédit et prérequis. Les prérequis sont d'autres cours. Un étudiant est décrit par les attributs nom, prénom, adresse, où les adresses sont composées d'un numéro de rue, ville, code postal. Étudiant suit plusieurs cours et les cours sont suivis par plusieurs étudiants. Donc, initialement, maintenant, bon, ce n'est pas le MCD, mais c'est une petite erreur. Mathalan, on va modéliser comme si on travaille dans le monde relationnel et on souhaite avoir le modèle entité-association. C'est pas où le mettre. Le modèle entité-association. Donc, est-ce que vous vous rappelez du modèle entité-association, Walid? Oui. Ben, donc, si on souhaite modéliser le petit cahier de charge, combien on va avoir d'entités? Quelles sont les entités qu'on va avoir? Les étudiants et les cours. Les étudiants et les cours. Ben, on va commencer par le cours. Donc, on dispose donc d'une entité cours dont les attributs sont code, titre, description, crédit et prérequis sont d'autres cours. C'est-à-dire, qui fait qu'on va modéliser cette information? Donc, on dispose d'une première entité cours, dont les attributs sont code, titre, description, crédit, et prérequis. Est-ce que prérequis, c'est un parmi les attributs d'un cours? Oui. Qui fait que les Non, prérequis sont d'autres cours? Un sous-document, معناها. On parle du relationnel, mais c'est le Ah, relationnel. d'accord. Une relation réfléchie. Comment on fait? Réflexive. Oui, oui. Oui, c'est plutôt c'est la relation réflexive. Un cours, c'est un autre cours. Si vous vous rappelez, que l'employé, il dirige les employés, le chef, et il dirige ses employés. Mais le directeur, c'est aussi un employé. Donc, c'est la relation réflexive. B. Un étudiant est décrit par les attributs nom, prénom, adresse. Donc, on a une entité étudiant dont les attributs sont nom, prénom, adresse. Les adresses sont composées de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour adresse? Est-ce que c'est un attribut dans l'entité étudiant ou autre chose? Entité وحدها معناها. بكلي étrangère. علاش؟ هاكا خاطر قال لك عندها des attributs l'autre. Numéro de rue ou ville ou Ben, code en postal. fait, On peut la لهنا, dénombrer dans la classe étudiante. on peut la Mettre des décortiquer. attributs, numéro de rue, ville dans la classe étudiante. Tout à fait, c'est possible. En fait, لهنا, ça nous rappelle de la normalisation في les bases de données. Vous vous rappelez des formes normales? تفكروهم? Première forme normale, deuxième ou troisième? Qu'est-ce qu'elle dit, la première forme normale? معناتها مدام ادريس ردوها rue
نجم تعدل الموديل relationnel لما تكون normalisé. Pardon, ما سمعتكش. معناتها مادام l'adresse ردوها rue ou ville ou code postal. Tout à fait. En fait, allez, juste pour rappeler la première forme normale, en fait, elle nous dit que les attributs, tous les attributs d'une entité doivent être monovalués ou non composés, atomiques. Monovalués, qu'est-ce que cela veut dire? Monovalués. On peut prendre Une une seule seule valeur. Monovalués, معناها une seule valeur. معناها si cette personne, tout à fait, si cet étudiant il dispose de plusieurs adresses, on ne peut pas l'insérer comme attribut في l'entité. Donc, par rapport au monovalué et par rapport atomique, les attributs ne doivent pas être composés. Puisque là, il nous indique que l'adresse elle est composée de numéros de rue et ville. Donc, on va décortiquer l'adresse dans l'entité étudiant si on est sûr que l'étudiant dispose d'une seule adresse. Si maintenant l'étudiant peut avoir plusieurs adresses, donc dans ce cas, on va avoir une troisième entité qui s'appelle adresse, et bien sûr, on doit la relier avec l'entité étudiant. Et par rapport à la modélisation en utilisant l'entité association. Maintenant, si on va passer le JSON, un exemple JSON. غادي juste تكون عندي من collection. نبداو بالأول. cours مثلا. La collection cours. Oui ou non? On va voir une collection cours ولا؟ Oui. الكور اش عنده؟ اش قال لنا فيه كود تيتر ديسكريبسيون وكريدي. دونك نرجع دونك كود دو بوان دونك كلي فالور مثلا دي بلوتو هذايا لا بروميير colonne كود تيتر description et autres. On بعد عندنا les prérequis. Donc code, titre, description, crédit, peu importe. Le problème c'est par rapport aux prérequis. Les prérequis sont d'autres cours. D'après vous, comment on va modéliser cette information en MongoDB? Les prérequis, les cours ont des prérequis. Madame, on peut faire par imbrication. Allez-y. On peut faire? Et demande si on peut faire par imbrication. On peut faire par imbrication. C'est-à-dire par imbrication. Je vais ajouter une liste, une nouvelle clé prérequis, deux points, et je vais lister. Les cours auxquels il renvoie. Voilà, les prérequis de ce cours. Les documents, c'est-à-dire le premier, par exemple, le premier document, on va dire code, base de données, BD, virgule, titre, point, base de données. Et bien la première valeur. Et bien la première, virgule. Je vais rajouter un autre code. Par exemple, le DBA, virgule, titre, administration des bases de données. À titre indicatif, bien sûr. Administration des bases de données. En fait, dans quel cas on peut utiliser cette imbrication, cette solution?
Madame, je pense qu'on peut l'utiliser dans la mesure où les prérequis ne sont pas énormes. Tout Donc, à si fait, voilà. tout à fait. On peut les dénombrer, ils sont peu. Donc, l'exemple de peu. Si par exemple les prérequis d'un cours sont beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va garder la même solution? On cite juste les codes. On cite juste les codes, les ID, plus, euh, plus précisément. Les ID générés automatiquement ou insérés d'une manière explicite. معناها, si on va favoriser, parfois on dit on va favoriser l'imbrication, ici on a favorisé l'imbrication, et si on souhaite favoriser le référencement, on va juste insérer la liste des codes de ces cours. C'est une relation réflexive. Et par rapport à la Euh, première collection. Oui, Si le prérequis contient aussi des prérequis, et on a choisi de énumérer tous les prérequis. oui. Donc, فما un problème. Donc, là, باش تقعد كل cercle vicieux. ما نخرجوش منه. Donc, on Donc, cite seulement les codes. oui, de préférence, on cite les codes, ça sera plus simple. C'est possible. D'accord. Rien n'empêche, même si c'est peu, on peut utiliser du référencement. Rien n'empêche. Mais qu'est-ce qui reste? Donc, la deuxième partie. Donc, on va avoir un étudiant, une collection étudiant, décrit par les attributs nom, prénom, adresse. Donc, adresse, comment on fait pour adresse? Est-ce que c'est une imbrication ou bien un référencement? Imbrication. Voilà, Imbrication. donc c'est une imbrication. Une dernière information, l'étudiant suit plusieurs cours ou les cours sont suivis par plusieurs étudiants. Donc, autrement dit, c'est la relation entre cours et étudiant. Donc, on va opter pour, soit déjà, c'est du référencement ou c'est de l'imbrication entre cours ou étudiants. Du référencement, madame. Logiquement, c'est du référencement. L'idéal, c'est du référencement. Maintenant, il faut choisir. Soit on va lister les étudiants inscrits dans un cours, les ID des étudiants dans la collection cours, ou bien l'inverse, c'est-à-dire les ID des cours dans la collection étudiants. La plus logique, laquelle? C'est les cours dans la collection étudiante. Tout à fait. Donc, citer les ID, les références des cours dans la collection étudiant. Et c'est la plus logique. Mais vous avez le choix, bien sûr. Donc, il y a un point très important par rapport à la modélisation utilisée par MongoDB. Donc, je rejoins maintenant par rapport à l'architecture. Un point aussi, deux points très importants. Au niveau, parmi les avantages d'utilisation de MongoDB, il est distribué, MongoDB, pour qu'il garantisse la haute disponibilité des données ou bien la tolérance open. Ceci se fait en se basant sur le concept de réplica set. Et de 1. De 2, la garantie de la scalabilité horizontale, elle est assurée à travers le concept de sharding. Vous allez remarquer que c'est juste les appellations qui diffèrent. Réplica set, ou la réplication que vous la connaissez Hadoop et HDFS, c'est la même chose. Aussi pour sharding. Sharding, en fait, c'est le concept de partitionner notre base de données. Qui m'a la même chose qu'on est en train de faire في HDFS. Quand تفكروا في HDFS, lorsqu'on va stocker un fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le diviser en un ensemble de blocs. وكل bloc باش نحطو في machine. C'est le même concept. Ici, on dispose d'une base de données. Cette base de données, on va essayer de la diviser en partitions, des parties. Chaque partie, je vais la stocker dans un serveur. Donc, chaque partie, on va la stocker dans un serveur. Si les données vont augmenter, donc tout simplement, je vais ajouter
d'autres serveurs. C'est le concept de sharding. Donc, la scalabilité horizontale, elle est assurée, l'extensibilité, elle est assurée en se basant sur le concept de sharding. Des données, on va les rajouter. Donc, OK, je vais rajouter d'autres serveurs. Le partitionnement maintenant, comment il va faire la division de notre base de données? C'est soit d'une manière aléatoire, soit en utilisant une clé de sharding. C'est une clé de partitionnement qui est généralement l'ID. L'ID, c'est la clé primaire. Je vais passer à l'architecture. Donc, pour mettre en place une architecture cluster, une architecture MongoDB, une architecture distribuée, il faut avoir trois différents nœuds, trois types de nœuds. Le premier type, c'est MongoD, c'est les shards de données. Nos données seront stockées dans des serveurs de données. Les serveurs de données, ils sont appelés MongoD. C'est un serveur MongoD. Deuxième type de nœud, c'est un MongoS, Mongoose. C'est le routeur de requêtes. Notre application, notre client final, lorsqu'il souhaite interroger le serveur, le cluster plutôt, MongoDB, il va lancer sa requête. La requête il va la récupérer le serveur MongoS. Il est le routeur de requête. Il va récupérer cette demande, cette requête, et il va essayer de la rediriger à il va la rediriger vers quelle charte, vers quelle partie, en travaillant avec un autre type de serveur, Mongo, c'est un serveur de configuration. Donc, le Mongo S va travailler avec ce serveur de configuration pour qu'il puisse savoir où est-ce que je vais trouver cette information, le client. Réellement, autrement dit. Et là, j'ai fait un select, on va dire select étoile from T, bien que c'est entre guillemets, mais ce n'est pas du select. Donc, je cherche une certaine table T. Le Mongo S avec le serveur de configuration, il doit savoir le T où est-ce qu'il est stocké. Le serveur 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc, il va me rediriger vers le serveur adéquat. Donc, on a plusieurs serveurs. Notez que, voilà, c'est juste une petite description. Notez que par rapport à cette architecture, vous êtes en train de voir, et donc, charte 0, charte 1, charte 2, charte 3, c'est les parties, les partitionnements. Notre base de données, elle est, dans cet exemple, divisée, partitionnée en 4 chartes, en 4 parties. Quelle partie, elle est stockée dans un serveur. Notez que là, on dit 3 serveurs. 3. Donc, le sharding, il va garantir la scalabilité horizontale. Dès que j'ai de nouvelles données, donc je vais faire appel à un autre serveur, elle est stockée. Mais ici, il y a d'autres serveurs derrière ce premier shard, ce shard 0. C'est en fait la garantie de la haute disponibilité des données, c'est la tolérance au pain. Les 3, ils s'appellent les 3 un réplica set, c'est des copies. Les serveurs Feni 2 et 3, c'est les copies du premier serveur. Et du coup, donc c'est l'exemple d'un réplica set. Il se base sur l'architecture master et des slaves. Le master, c'est lequel qu'on utilise pour la lecture ou bien l'écriture des données, et on a d'autres slaves. Les autres, ils sont en train d'attendre que le master tombe en panne. Donc, si le master va tomber en panne, il va y avoir une sorte d'élection. Une élection, les différents slaves, qui, parmi les différents slaves, il va être élu pour prendre la relève, le master. L'élection à travers une sorte de vote ou bien des paramètres, une sorte de valeur prioritaire. C'est le plus prioritaire pour qu'il soit
élu comme master. Donc, c'est le concept de réplica set qui sert pour garantir la haute disponibilité des données en cas de panne. Le sharding, nos données internes sont stockées, sont réparties en des charts. Chaque partie, elle sera répliquée dans un autre serveur. J'espère que c'est clair. C'est bon, Wallet? Oui, non? Oui. Très bien. À un certain moment, ça y est, قلت نحكي وحدي. Donc finalement, c'est cette architecture. Donc là, on a le client. Donc le client, il communique avec le serveur MongoS qui est lui aussi, il doit être en réplica set pour éviter la perte des données. On a d'un autre côté le MongoC, le serveur de configuration. Kif aussi, il doit suivre la même architecture master et des slaves, donc dans un réplica set. Et nos données sont stockées dans des MongoD, des serveurs MongoD, qui ici, par exemple, dans cette architecture, la base de données, elle est divisée en 3 charts. Donc, chart 0, chart 1, 2 et 3, où les réplicas des différents charts. On va passer maintenant le tuto sharding et réplication, dans lequel on va essayer de mettre en place un cluster distribué MongoDB. On va essayer de faire en sorte que on va mettre en place cette architecture. كيفاش احنا باش نخدموها على l'architecture هذيا وحنا في mono في serveur واحد. On va tout simplement créer des dossiers sur disque. Chaque dossier, on va le considérer comme étant un serveur. On va essayer de diversifier les numéros de port. Quel dossier, on va le relier à un numéro de port. Donc, on va utiliser ce tuto qui est très bien expliqué. Les détails que je dis. Vous disposez aussi de 2 fichiers de script démarrage ou arrêt. Je préfère, s'il vous plaît, que vous travaillez au fur et à mesure avec moi. Donc, vous devez démarrer initialement le cluster MongoDB. Donc, on va démarrer ce script. On va le laisser terminer. N'appuyez sur aucune touche. Juste en parallèle, je vais vous expliquer le contenu de ce script. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce script? On va mettre en place cette architecture. Qui fait-je? Donc, c'est l'explication des différentes étapes. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, dans le dossier data, C2.data, il va créer des dossiers. On va avoir 2 charts. Ce n'est pas exactement la même architecture, juste on va avoir 2 charts. Donc, 2 charts. Les serveurs primaires des différents charts, ce sont des dossiers. Il va les créer. Le script, il va créer 2 dossiers. Et dans chaque dossier, chart 2, il va créer les réplicas. Réplica 1, 2, 3. Répliquer 3 fois. Il va aussi créer les dossiers par rapport au serveur de configuration. Celui-là. Et donc, ce sont des dossiers qu'il va les créer sur disque. C. C data. Le script, il est en train de les créer. Ce script. On va le tuto. Donc, c'est la première étape. Donc, création des dossiers. Maintenant, on va instancier les numéros de port. Pour le premier chart, on va récupérer les numéros de port 37017, 37018 ou 19. Je m'en le dossier, je vais l'instancier, lui affecter le numéro de port 37017. Le deuxième, 37018 ou 19. Par rapport au premier. Par rapport au deuxième maintenant, deuxième charte. Kif. 47, 17, 18 ou 19. Donc, les dossiers créés
Donc, هذا 47 017 18 et 19. C'est une simulation de mise en place d'un cluster. Le serveur de configuration. On a préparé les deux. Donc, le serveur de configuration. Donc, on a choisi les numéros de port 37020 ou 37021 ou 22. C'est bon? Maintenant, on va essayer de fusionner, regrouper les numéros de port. Ce sont des dossiers à part. Rien n'a spécifié que les trois serveurs sont reliés. Par exemple, le primary, les slaves, le master, les slaves. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Les étapes. Donc, 37017, on est en train d'identifier les membres de ce chart, kiff pour le deuxième et pour le serveur de configuration. Je prends le routeur de requête, le Mongo S, l'interface avec le client. On va lui spécifier le numéro de port 37023. Et on doit le relier avec le serveur de configuration, bien sûr en spécifiant les numéros de port. Et on doit aussi le relier avec 37023, c'est relatif au Mongo S, le routeur de requête. On doit le relier avec le premier chart et le deuxième chart. Et derrière le contenu de ce script, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous n'êtes pas censé connaître les commandes, juste je vous explique. La deuxième partie du tuto, on va manipuler notre cluster maintenant. Donc, il est démarré, on doit le manipuler. Donc, on doit initialement, vous allez copier directement les commandes et les coller. Donc, ICMD جديد, on doit démarrer, pointer sur maintenant notre Mongo S. Mongo S, le routeur de requête maintenant, il est prêt. En tant que client, qu'est-ce que je vais faire? L'objectif de ce premier scénario, on va tester le sharding. Qui fait qu'on va tester le sharding? Une question à parler. Non? Non, non, madame, juste D'accord, ok. Ben, je préfère là où que vous exécutez au fur et à mesure, s'il vous plaît. C'est simple, vous avez tout ce qui est nécessaire. Je peux dans ce scénario. Donc, on va activer le sharding sur la base de données test, et particulièrement sur la collection users. Donc, là, on va pointer sur la base de données test. Donc, le mongoose, c'est le démarrage est khaliou, hein. Donc, une fois il démarre, c'est bon, khaliou, ça cloche. Donc, use test. Il va changer, switch to database test. Si la base de données, elle existe, donc il va pointer sur la base de données. Si elle n'existe pas, il va la créer. Vous allez me dire, use test, est-ce que j'ai créé la test, le database test au préalable? Non. Mais lorsqu'on va faire exécuter use test, il va la créer. Donc, switch to database test. La commande, c'est enable sharding sur test. Enable sharding sur test, on va activer le sharding sur test. Ok, mais autrement dit, c'est quoi aussi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le fait d'activer le sharding sur test, ça va nous permettre de diviser, de partitionner les données qu'on va les créer dans cette base de données sur nos différents charts. On a un cluster. On va activer le sharding sur cette base de données. Lorsque vous allez créer des collections, des tables dans cette base de données, les données vont être réparties. Réparties sur quel... Oui, ils vont être réparties, si vous avez compris. Oui, ils vont être répartis, les données de la base de données test.
Sur combien de chartes B? قداش عندنا من شارت تحت؟ 2. Tout à fait, on a 2 chartes. خاطر on a créé لهنا باش نرجع الأول بالكل on a créé 2. Donc SH1 ou SH2, on a 2 chartes. Donc les données qui vont être stockées dans cette base de données vont être divisées sur 2 parties. Donc on doit l'activer. Et ici, on est en train d'activer la clé du sharding. Le partitionnement, il va être réalisé en se basant sur le champ ID, la colonne ID. Et ici, on est en train de spécifier sur quelle table. On est en train de préparer. Maintenant, on va alimenter notre base de données. Qui fait qu'on va l'alimenter dans une boucle. On va ajouter dans la base de données une collection اسمها users dans laquelle on va insérer ces valeurs. Donc, قداش باش نسالي من documents لهنا؟ Combien de documents vont être insérés? 500 000. 50 000. Non, 50 000. Donc, لهنا 50 000 lignes, 50 000 documents vont être insérés dans la table users de la base de données test avec ces valeurs. Donc, il va prendre un petit moment, c'est tout à fait normal, c'est 50 000 documents. Donc, normalement, les lignes, les documents, où est-ce qu'ils vont être stockés maintenant? Où est-ce qu'on doit les retrouver? Si vous avez compris. Je n'ai pas de question. Oui, les documents vont être stockés. Répartis sur les 2 charts. Tout à fait. Ils doivent être répartis sur les 2 charts, chart 1 ou chart 2. En fait, c'est l'objectif de la commande suivante. Là, on va afficher l'état de notre sharding. SH.status. Juste, on doit l'attendre, c'est normal. Donc, on doit vérifier par la suite l'état de notre sharding. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a inséré dans nos 2 charts? C'est bon, normalement, il a terminé. Et là, on est en train d'afficher le statut de notre sharding. Notez que ce qui est important ici, le SH1, il a inséré 2 segments. Shard 2, il a inséré 2 segments. Chunks, en fait, chunk, c'est un segment. Chunk, c'est un segment. On a une partie, on va dire. Donc, le shard 1, il a inséré 2. Le shard 2, il a inséré 2 segments. Donc, en total, on dispose de 4 segments. D'accord? Donc, les données internes, les 50 000 lignes ont été réparties. Donc, là, on est en train de voir le sharding. On a 2 serveurs. Les ont 2 dossiers réellement, mais c'est du sharding, c'est du distribué. Madame, je m'en ai fait segment avec. Segment, c'est une partie. هو الوقت اللي il nous affiche بالنمbre de parties. مش يقول لك راه حطيت segment في مش segment, mais plutôt partition. La partition, c'est un regroupement de plusieurs segments. Document. مش document هو il insère 50 000 documents. Une partie sous bloc, on va dire. D'accord. فهمت؟ باهي. Alors,
Donc l'année, on a le premier scénario, on a testé notre sharding. Maintenant, on va essayer, les données, nos données sont stockées في shard 1 ou shard 2. Le scénario 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supprimer l'un de nos shards. L'un des shards ne sera plus disponible. On va supprimer le shard 2. D'après vous, qu'est-ce qu'il va y avoir? Shard 2, qu'est-ce qu'il contient? Deux segments. Il contient deux segments. Autrement dit, il contient des données. Ou lorsqu'on va supprimer un shard, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va supprimer un shard qui contient des données. Donc, théoriquement, si on va supprimer quelque chose qui contient des données, un dossier qui contient des données, donc, On va générer une erreur, madame. moi, je vais générer une erreur, mais on va perdre des données. Les données vont être perdues. Les données vont être perdues si on va supprimer un serveur هذايا من cluster. Donc, les données ils vont être perdues. L'un des avantages de MongoDB est que lorsqu'on va supprimer un shard, donc le shard 2, il n'est plus activé. On va reprendre pour afficher les statuts de le shard. Je dis comme ça. On va remarquer ici qu'il est en train d'afficher la liste des shards. Donc, shard 1 et shard 2, sauf que là, il y a une information très importante. Le shard 2, il est draining true. Je m'en il est purgé. Draining, c'est-à-dire purgé. Purgé, on est en train de faire, autrement dit, un truncate. فرغناه le shard 2. Pourquoi فرغناه? خاطر فيه des données et on ne doit pas perdre nos données. Donc d'après vous, on a purgé le shard 2. Donc les données, où est-ce qu'on va les retrouver maintenant? Les données qui constituent le shard 2. Shard 1, madame. Tout à fait. Donc, si on va maintenant afficher le statut du sharding, remarquez ici que le shard 1, il va avoir 4 chunks, 4 segments. Et les 4 raisons. Les deux qui étaient le shard 1 plus les 2 chunks du shard 2. Donc, l'avantage d'utiliser aussi MongoDB, c'est qu'il n'y aura plus de perte de données. Je vais totalement supprimer un chunks, il va y avoir une récupération automatique des données pour ne pas avoir une perte. Donc, c'est par rapport au deuxième scénario. Le scénario 3. Et scénario 3, on va se connecter le 37017. Rappelez-vous que 37017 est né. 37017, c'est le numéro de port qu'on a initialisé pour le serveur MongoD du shard 1. C'est le numéro de port. Donc, on va se connecter à ce serveur. Donc, Mongo, port 37017. Et on va voir qu'est-ce qu'on va retrouver. Partant primary. Je m'en ai primary. Le port 37017, c'est le primary. C'est-à-dire, نرجع l'architecture. Master, madame. هو le master de ce réplica set. Il est maintenant le master. Qu'est-ce qu'on va faire dans le scénario? On va essayer de prioriser, si j'ose dire. Je vais donner la priorité de le serveur اللي 18. Le 18 est le plus prioritaire maintenant. Je souhaite avoir 37018 le primary.
Donc, je vais changer la configuration. Sachez que les membres d'un shard, هما 17, 18 ou 19. Le 17, il est le membre 0. Le 18, c'est le premier. Deuxième, c'est le 19. Donc, on va essayer de changer la priorité du serveur 18. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la configuration, on va la changer. Le primary, oui. Et on va configurer. Il faut juste avant de changer, notez que priority 1, 19, la priorité elle est à 1. Kif pour le 18, la priorité elle est à 1. Et pour le 17 aussi. Donc, colonne équitable maintenant. Donc, nous allons changer la priorité du membre 1, le 18. La priorité, elle va devenir 2. Voilà, donc 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un res.reconfig. Il y a une erreur dans le fichier PDF, c'est reconfig. Reconfig de CFG. Res.reconfig. On va revoir de nouveau. Donc 18, il a changé de priorité. D'accord? Donc, on a changé. Il a changé de priorité. Le plus prioritaire. Normalement, c'est lui le primary. Donc, on va se connecter. On va essayer de se connecter le 18 maintenant. On a fait 17. Le secondary déjà. 17 تبدل ولا secondary. En fait, il faut attendre 10 secondes max. Et il va changer. Donc, la secondary, je vais voir 18. 18. C'est lui le primaire. Donc, c'est par rapport, c'est le plus prioritaire, donc c'est lui qui devient le primary. Et les autres seront les secondary. Alors, donc, il reste 2 derniers scénarios. Donc, ce sera l'objectif de votre compte rendu. Donc, vous allez terminer les 2 scénarios. Le premier, c'est par rapport au test de synchronisation. Nous disposons d'un master et des slaves. On va essayer de créer une base de données, insérer un document et au niveau du master, bien sûr, et essayer de voir l'information, cette nouvelle information, à travers le slave. Vous avez les différentes commandes, juste à titre indicatif. Il se peut qu'il y aura une erreur à ce niveau. Donc, au lieu de set slave OK, set secondary OK. C'est uniquement par rapport à ce point. Donc, au lieu de set slave, c'est set secondary. Et par rapport au premier scénario, le dernier scénario, c'est le test de tolérance aux pannes. En cas de panne de l'un des serveurs, le primary par exemple, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe ou qui va prendre la relève. Donc, je rappelle que vous avez les différentes commandes, vous n'avez qu'à les exécuter ou les introduire dans un document ou les uploader sur votre espace Classroom. OK?